Destruction frénétique. Comment les médias les primitifs à gages nous poussent à leur. Gegen den Strom. Zur Sache. Unter Feuer. Am 28. September Sous le feu. 2020 wird Le 28 septembre 2022, notre hôtel à Donetsk est bombardé. Un obus d'artillerie passe tout près de ma chambre, au 5e étage. Il rate le parking de quelques mètres et explose sur le parking. L'onde de choc traverse le hall d'entrée. Le comptoir, les meubles, les lampes, tout vole en éclats. Un pilier sauve la vie de la jeune femme à la réception. Nous venions juste de quitter l'hôtel, et par pur hasard, nous échappons à la mort. Quel rapport cela a-t-il avec la propagande belliciste des médias? J'aimerais essayer de l'expliquer. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelles sont les forces sociales qui animent ces médias de propagande et leurs campagnes. Mes réflexions sur la manière dont ces campagnes sont orchestrées se concentrent sur 4 domaines. Le premier concerne les processus de décision rédactionnelle. redaktionelle Entscheidungsprozesse. Zweitens, auf persönliche Prädispositionen. Deuxièmement, il y a les prédispositions personnelles. Troisièmement, l'économie des affects du capitalisme numérique. Et quatrièmement, le domaine de la propagande politique. C'était l'époque des référendums dans le Donbass. Lars Winand, de T-Online, me présente comme un observateur électoral, alors qu'un démenti clair existait. Sa seule source, ce sont des médias russes en ligne. Mais Internet, c'est un filtre qui ressemble à une fenêtre. On n'y trouve que ce que d'autres ont mis en ligne selon leurs propres intérêts. Il aurait donc été indispensable d'avoir une deuxième source, en dehors du numérique, dans le monde réel. Un simple appel à la chambre civile compétente de la Fédération de Russie ou un coup d'œil à son site web aurait suffi pour constater que je ne pouvais pas être observateur électoral. La vérification du quoi et du comment n'a pas été faite, et le principe des 2 sources a été ignoré. Das Zwei-Quellen-Prinzip missachtet. Die Frage, warum die von Wienand sogenannten La question de savoir pourquoi les soi-disant référendums, comme les appelle Wienand, ont donné ces résultats et pas d'autres, n'est même pas posée. Lars Wienand n'a aucune connaissance des conflits dans l'est de l'Ukraine, de l'histoire de la région, de sa culture ou des causes de la guerre, et cela ne l'intéresse pas non plus. Même si la tenue de ces référendums ne respectait pas les standards internationaux d'un vote libre et secret, il reflète tout de même l'état d'esprit de la population. Car le Donbass est bombardé par l'armée ukrainienne depuis 2014. Selon les Nations Unies, il y a eu plus de 14 000 morts, dont une grande partie de civils. D'après des sources non officielles, le nombre de victimes dépasserait 50 000. Le principe « et audiatur altera pars », que l'autre partie soit entendue, n'a pas été respecté. Et audiatur altera pars wurde nicht befolgt. Hintergrundinformationen wurden gar nicht erst herangezogen. Des informations de contexte n'ont même pas été consultées. Les standards professionnels ont été ignorés. Aucune vérification de la réalité n'a eu lieu. C'est un exemple typique de la façon dont des journalistes mal formés abrutissent leur public. Mais ce n'est pas tout. D'autres médias, comme Spiegel Online, la Taz ou le magazine Zap de la NDR, recopient la dépêche de T-Online sans vérifier la source initiale. Dans le journalisme, on appelle ça une violation du devoir de diligence. Tout ce processus montre qu'il ne s'agit pas de fidélité aux faits, mais d'un réflexe d'indignation destiné à capter l'attention dans le climat d'opinion dominant. Le sociologue britannique Colin Crouch a écrit « Les faits vérifiables n'ont plus d'importance. Nachprüfbare Fakten spielen keine Rolle. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. » Nous vivons à l'ère post-factuelle. Les décisions éditoriales, c'est un peu une boîte noire. Les choix journalistiques se font dans les rédactions, et c'est aussi là que se construit le cadrage stratégique. Le quotidien est marqué par la pression du temps, le manque de personnel, le climat d'opinion interne, la course au clic, l'autorité des éditeurs ou des rédacteurs en chef et des conditions de travail souvent précaires.
La plupart des rédactions ne tournent que grâce à une armée de pigistes qui maintiennent le travail à flot. Ces indépendants veulent, bien sûr, continuer à recevoir des commandes demain et après-demain. Alors, ils développent une sensibilité très fine à ce que le chef attend. Après tout, ils vivent du fait que leurs sujets soient achetés. Celui qui se montre récalcitrant ou indocile dans ce système devra vite chercher un autre emploi. Il ne correspond pas à la ligne éditoriale. Dans un tel climat rédactionnel, il est facile pour les responsables d'imposer une obéissance anticipée en jouant sur la peur. Les critères de sélection lors du recrutement, l'affinité avec un certain milieu et le système des collaborateurs indépendants avec leur dépendance, tout cela crée dans les rédactions un mécanisme subtil de soumission préventive. Les journalistes proposent alors leur sujet de manière à ce que l'angle colle déjà au cadrage de la ligne éditoriale. Ou bien, pendant la conférence de rédaction, ils se laissent simplement attribuer un sujet. Comment ça se passe en pratique? On le voit bien avec la genèse du reportage ZAP de Caroline Schmidt et Lea Stuckmeyer. Ce reportage laisse entendre, une fois de plus, que j'aurais été un observateur électoral du Kremlin. Bien sûr, aucune vérification des informations initiales n'a été faite. Venons-en maintenant au processus de production. Lors d'une réunion du personnel en ligne, le 29 septembre 2022, le chef de la rédaction de Panorama, Volker Steinhoff, a écrit dans le chat qu'il faudrait examiner ma relation avec Ken Jebsen et mon rôle d'observateur électoral dans le Donbass. Les deux journalistes ZAP, Caroline Schmidt et Lea Stuckmeyer, ne se sont pas fait prier. Elles savaient désormais qu'un tel reportage était souhaité par la hiérarchie. Ils avaient une sorte de licence pour la dénonciation. Juste après mon retour du Donbass, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une lettre recommandée de la directrice des ressources humaines de la station régionale du NDR Schleswig-Holstein, Gabi Kies. Elle écrivait « Nous avons appris votre activité en Ukraine à la suite d'une demande de la presse. Nous n'avons pas trouvé de demande d'autorisation pour une activité secondaire correspondante. » Et elle ajoutait « Si vous estimez qu'il ne s'agit pas d'une activité nécessitant une autorisation, merci de nous en expliquer la raison. » Mon avocat a alors répondu, en toute vérité, qu'il ne s'agissait pas d'une activité secondaire. Jusqu'à ce moment-là, du côté du NDR, aucune vérification des informations reçues n'avait encore été effectuée. Je n'ai pas non plus reçu d'appel du service du personnel. La procédure est assez simple. On reprend sans vérification de fausses informations pour en faire la base de mesures disciplinaires. Ce processus révèle très clairement le modèle économique des délateurs. Des collaborateurs indépendants exécutent, sans respecter les règles élémentaires du métier et sans aucune recherche, des commandes pour des cadres, et c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Ces cadres, eux, mettent en place un cadrage stratégique par obéissance anticipée, selon leur milieu ou sous la pression du succès économique. Sur le plan politique, l'objectif est de restreindre l'espace du débat démocratique, d'exclure certaines personnes et, ce faisant, d'imposer une domination sur le discours. Des prédispositions individuelles, la psychopathologie des rédacteurs à la pige. Apparemment, les collaborateurs indépendants deviennent des exécutants dociles, parce qu'à des facteurs rédactionnels favorables s'ajoutent aussi des traits de caractère personnels. Indépendamment des cas particuliers, on les retrouve fréquemment dans la profession journalistique. Le travail en freelance et les contrats à durée déterminée forment la base d'un emploi durablement précaire. Cela provoque de la peur et de l'insécurité. Cette plaie ouverte dans la vie et dans le travail demande à être soignée. Le journalisme offre alors la possibilité de participer à cette guérison tout en restant dans l'ombre.
Les auteurs se cachent derrière leurs sujets, dans lesquels ils s'imaginent importants et significatifs. Ils parlent des autres, mais dans ce qu'ils écrivent, it's chose d'eux-mêmes. Und doch liegt darin etwas von ihnen selbst. Das macht ja gerade die individuelle Charakteristik ihrer C'est Beiträge. justement ça qui fait la singularité de leur contribution. Leur propre situation précaire trouve un certain soulagement dans le pouvoir de s'autoriser à orchestrer un sujet. Le journaliste peut sans cesse jouer avec de nouveaux thèmes, tout en restant lui-même insaisissable. On pourrait peut-être le dire ainsi. Les journalistes ont besoin de se cacher derrière leurs films et leurs textes. Et pourtant, en même temps, ils sont poussés par le désir de se montrer, d'attirer l'attention sur eux. Le texte leur sert de protection, ils dissimulent leurs abîmes. Il n'existe guère de métier plus narcissique que celui de journaliste. Se livrer, convaincre le monde de soi-même, même sous une forme objectivée, rationalisée, donc masquée. Auch in objektivierter, versachlichter Form, also in der Verstellung. Journalisten sind Narzissten, die sich nicht Les journalistes sont des narcissiques qui ne veulent pas se regarder en face, qui ne peuvent pas affronter directement le jeu. Sigmund Freud décrit, dans son étude sur la personnalité narcissique, deux traits fondamentaux, la mégalomanie et le détournement de l'intérêt du monde extérieur. La libido, retirée du monde extérieur et redirigée vers le moi. C'est cette perte de contact avec la réalité qui rend possible cette auto-autorisation délirante. Cette volonté de délimiter le champ du débat en insinuant des théories du complot ou de prétendues sympathies pour Poutine et d'en exclure les autres. Le caractère social narcissique semble avoir trouvé dans le journalisme sa seconde patrie. Scheint im Journalismus seine zweite Heimat zu finden. Christopher Lasch betrachtet den Narzissmus als die kongeniale Christopher Lasch voit le narcissisme comme la maladie congéniale de l'époque néolibérale, transformant ainsi un trouble de la personnalité en un trouble de société. Il décrit le nouveau narcissique de la manière suivante. Il perd la sécurité que donnaient les loyautés de groupe et considère chacun comme un rival pour les avantages qu'un État paternaliste peut distribuer. D'un côté, son désir de reconnaissance et d'admiration est marqué par une forte compétitivité. Mais en même temps, il se méfie de la concurrence, qu'il associe inconsciemment à une pulsion de destruction incontrôlée. Il vante la coopération et le travail d'équipe, tout en dissimulant des impulsions profondément antisociales. Verbirgt. Predigt Respekt für Regeln und gesetzliche Vorschriften. Il prêche le respect des règles et des lois, tout en croyant secrètement qu'elles ne s'appliquent pas à lui. Avide, dans le sens où ses attentes et ses exigences sont sans limite, il veut la satisfaction immédiate de ses désirs et vit dans un état de désir incessant, jamais comblé. Ainsi, le caractère social narcissique est parfaitement adapté à l'affirmation des rapports de pouvoir existants. Car la satisfaction libidinale qu'il recherche, la reconnaissance et l'admiration, il ne peut les obtenir qu'à l'intérieur de la structure du pouvoir. La reconnaissance personnelle et les récompenses matérielles sont distribuées par ceux qui détiennent le pouvoir dans l'appareil. Ils permettent ainsi au caractère social narcissique de participer symboliquement à leur pouvoir et d'élever son statut social, ce pourquoi il accepte volontiers de perdre le contact avec la réalité. D'un point de vue psychanalytique, on a ici une régression vers le conflit oedipien non résolu. L'émancipation vis-à-vis des parents ne se produit plus. On fait confiance aux autorités par principe. Le conflit oedipien n'est donc plus vécu. Le retour dans le ventre maternel devient la forme suprême de liberté. Ce conflit oedipien bloqué constitue la base psychique de l'attitude antidémocratique. Car toute démocratie repose sur la méfiance envers les élites du pouvoir, sur des siècles d'expérience du pouvoir abusif des élites, et elle exige une limitation active de ce pouvoir. Von Macht. Wie ein Untoter
Comme un mort-vivant, la personnalité autoritaire revient ainsi dans le caractère social narcissique et devient un soutien zélé du statu quo. La fuite d'une existence instable, dominée par des forces plus puissantes vers la conformité, provoque un tournant autoritaire du caractère narcissique. Elle le transforme en un auxiliaire tout aussi dangereux de formes de pouvoir dépourvues de légitimité démocratique que le caractère social traditionnellement autoritaire. Marqué par le conformisme, le conventionnalisme, l'antipluralisme, la soumission, l'obéissance, l'orientation vers faux, la croyance en l'autorité et une relation sadomasochiste aux autres. Dans le journalisme, le caractère social narcissique, très répandu, avec ses traits centraux que sont la perte de contact avec la réalité et la surestimation de soi, devient ainsi un vecteur de propagande et donc un moteur supplémentaire de l'incitation médiatique à la guerre. L'économie de la presse de propagande, de l'information au ressentiment. Les principaux moteurs des campagnes de propagande trouvent leurs racines dans l'économie des médias. Les médias ne sont pas une marchandise comme les autres. Ils ont une double nature. Les contenus journalistiques sont à la fois des biens économiques, vendus dans le but de générer du profit, et des biens culturels, qui créent un espace public, informent, participent à la formation de l'opinion et acquièrent ainsi une importance sociale. Du fait que les médias sont des biens économiques, ils s'orientent naturellement vers le principe du profit. L'économie de l'attention découle du véritable caractère des produits journalistiques. Et cela influence à la fois le choix des sujets et les formes de présentation. La numérisation transforme profondément le paysage médiatique, aussi bien du côté des producteurs que des consommateurs. Et cela concerne les médias à la fois comme biens économiques et comme biens culturels. Ces transformations amplifient et accélèrent les campagnes médiatiques, tout en facilitant le travail des médias de propagande. Pour comprendre cela, il faut voir que la création de valeur et la circulation des marchandises changent de manière radicale. Au centre, on trouve désormais des marchés propriétaires, dominés par des entreprises comme Google, Apple, Facebook et Amazon. Toutes des monopoles. Les entreprises monopolistiques classiques opèrent sur des marchés. Les médias de référence du capitalisme numérique, ce sont les marchés eux-mêmes. Et ces marchés sont désormais privatisés. C'est une différence fondamentale avec l'idéologie néolibérale qui place au centre l'idée de marché neutre. Aujourd'hui, les marchés dominants sont entre des mains privées. Ce qui compte pour eux, c'est la portée, autrement dit, la taille de leur base d'utilisateurs. Pour gagner en portée, ils subventionnent leurs offres avec les revenus d'autres secteurs d'activité. Les consommateurs sont attirés par des offres soi-disant gratuites, mais en réalité, ils les paient en livrant leurs données. Contrairement au monopole classique, le pouvoir du propriétaire du marché, et donc son modèle de profit, se manifeste sous 4 formes de contrôle. Premièrement, il y a le contrôle de l'information. Deuxièmement, le contrôle de l'accès, exercé à leur propre discrétion. Troisièmement, le choix des services. Quatrièmement, le contrôle des prix, aussi bien du côté des producteurs que des consommateurs. La ressource centrale de ces marchés propriétaires, ce sont les données des utilisateurs. La création de valeur passe par la collecte et l'agrégation de ces données. Et cela agit à la fois sur le côté des producteurs et sur celui des consommateurs. Même dans la sphère de la production, les données des utilisateurs sont exploitées. Le journaliste pense qu'il cherche sur Internet avec Google, mais en réalité, c'est Google qui le cherche. Cela permet non seulement de contrôler les comportements et les performances, mais aussi d'orienter les comportements de manière prédictive à travers le choix restreint des résultats de recherche. Alors que le journaliste pense pouvoir tout trouver sur Internet,
on ne lui montre en réalité que les fragments du monde qui ont passé le filtre de téléchargement, cette sélection et cette censure privatisée par le Digital Services Act de l'Union européenne. Le résultat, c'est une perte de contact avec la réalité numérique, que seuls remarquent ceux qui cherchent en dehors du courant dominant ou qui vont vérifier les faits sur le terrain. Après que le néolibéralisme a déjà largement libéralisé et précarisé les conditions de travail dans le journalisme, de nouveaux risques et une intensification du travail s'ajoutent maintenant. Internet et les réseaux sociaux doivent être gérés, le plus souvent, avec le même personnel. Il devient presque impossible de mener des vérifications approfondies en dehors du web. Ainsi, pendant que les flux de données et de profits montent vers les grandes plateformes, les cascades de risques, elles, descendent surtout vers le bas. Du côté des consommateurs, Internet et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, permettent une réaction rapide et immédiate. Cela favorise les réactions émotionnelles, qui prennent le pas sur une réflexion approfondie et une véritable mise en perspective des sujets. La réaction guidée par la raison passe derrière la vitesse et l'émotion. Wolf Dieternar avait déjà observé, il y a plusieurs années, un changement de comportement durable. Il parlait d'un affaiblissement des mécanismes individuels de réflexion et de traitement. Les stimulations et les attentes provoquent des réponses automatiques, sans que la personne soit vraiment capable d'analyser, de choisir ou de résister. Et avec cela, on perd les critères de contrôle et les informations essentielles. L'individu ne peut réduire la complexité de la masse d'informations qu'en lui faisant confiance. Nahr met en garde contre le danger d'une société de réflexes conditionnés, plus précisément d'une société sans résistance, où des individus, noyés dans le jus de leur subjectivité sans importance, ne sont plus capables que d'éruptions irrationnelles. Cette prévision prend une signification particulière dans le passage du néolibéralisme au capitalisme numérique. Car, comme l'a souligné Wolfgang Engler, dans toutes les sociétés bouleversées par le néolibéralisme, règne une colère de masse. Elle se tourne contre les élites du pouvoir, qui ont mis les salariés sous pression par les coupes sociales, la privatisation, la libéralisation et le transfert de la responsabilité des risques de la vie de l'État vers les individus. Quand cette colère reste longtemps enfermée dans la lutte quotidienne pour exister, l'émotion et la gestion des affects sur les réseaux sociaux deviennent une sorte de soupape. Les médias traditionnels participent à ce jeu. Ils canalisent et orientent cette colère latente parce que ça génère des clics, des ventes, des revenus publicitaires, de l'audience. Pour que cette économie de l'émotion fonctionne, il faut d'abord créer une demande émotionnelle chez le public. Les campagnes de presse orchestrées marchent justement parce qu'elles se branchent sur cette colère de masse. Les deux côtés y trouvent un bénéfice, au moins en surface, les uns grâce aux clics, les autres en se défoulant. Les arguments rationnels, eux, restent impuissants face aux intérêts affectifs. Même les esprits les plus lucides se comportent comme des idiots quand une vérité demandée se heurte à une résistance émotionnelle. C'est ainsi qu'un nouveau modèle médiatique d'exploitation s'est développé. Il ne repose plus principalement sur l'information, mais sur le ressentiment. Au fond, il s'agit donc de monétiser le ressentiment. En bref, faire de la haine un modèle économique. Cette monétisation du ressentiment passe surtout par des marchés propriétaires. Des plateformes comme Twitter, où se forme presque exclusivement l'opinion des élites bavardes, en sont le moteur. La brièveté y impose la surenchère et la compression des courbes d'indignation. La recherche indépendante est peu à peu remplacée par la monétisation des ressentiments.
Comme le taux moyen de profit baisse depuis des années dans les économies de marché capitalistes, il faut compenser cette tendance à la chute du profit. Cela veut dire que, même dans les entreprises médiatiques, la pression à s'adapter augmente, ce qui renforce encore l'obéissance anticipée. Ces deux phénomènes touchent particulièrement les jeunes professionnels, qui viennent pour la plupart d'un milieu bourgeois aisé. Ils partagent la vision du monde de leur classe, reprennent les thèmes propres à ces milieux et ne regardent pas la société du point de vue des ouvriers ou des employés, mais de celui des commerçants et des détenteurs de moyens de production. Instinctivement, ils suivent les intérêts de la bourgeoisie aisée, parce qu'ils reproduisent les préjugés collectifs de leur propre milieu social. Leur rôle, c'est d'accompagner médiatiquement la stabilisation du taux de profit, tout en repoussant les voix critiques par un cadrage stratégique à visée diffamatoire. Dans les périodes de transformation, comme celle du passage au capitalisme numérique, quand les ruines encore fumantes du néolibéralisme n'ont pas été déblayées et que le nouveau régime de production n'est pas encore stabilisé, ces plumitifs bourgeois se montrent particulièrement agressifs. Et cela, c'est parfaitement conforme aux intérêts des élites du pouvoir, qui savent très bien que la colère qu'elles ont provoquée ne doit en aucun cas se retourner contre elles. C'est pourquoi ils encouragent par la propagande à détourner l'agressivité vers des ennemis intérieurs, comme les soi-disant complotistes, les gens de droite ou les sceptiques du Covid, ou vers des adversaires extérieurs, par exemple en attisant la haine des Russes, en diabolisant Poutine ou en nourrissant des ressentiments contre les dirigeants religieux iraniens. L'économie politique du ressentiment favorise la mobilisation de la peur et la politique d'exclusion, dont les élites au pouvoir se servent pour orienter la société et comme technique de gouvernement. Ainsi, les médias, comme tous les appareils idéologiques, se dressent en rempart autour des intérêts des élites dirigeantes. Au lieu d'éclairer les choses, ils pratiquent la désinformation. Dans l'Occident des valeurs, on assiste aujourd'hui à une nouvelle destruction de la raison. Le retour du ressentiment dans les médias sape ainsi les fondements mêmes de la démocratie. Joseph Vogel estime que cette hostilité de tous contre tous est devenue non seulement un modèle économique rentable, mais aussi un sentiment collectif tourné vers l'avenir. Il écrit qu'il n'est pas exclu que cela fournisse le ferment d'une nouvelle période d'avant-guerre. Mais la réalité a déjà dépassé l'auteur. Nous n'avons plus besoin d'une période d'avant-guerre. Nous sommes déjà plongés dans une nouvelle guerre mondiale, y compris au cœur de l'Europe, qui s'intensifie maintenant en Iran. L'économie du ressentiment est devenue la matière première des fauteurs de guerre. Les élites du pouvoir et leurs satrapes, voilà comment les campagnes politiques sont orchestrées. Une campagne ne fonctionne que si d'autres y participent. Alors, on donne un petit coup de pouce. T-Online et d'autres médias n'étaient pas vraiment pressés de vérifier les accusations portées contre moi. Ils ont préféré appeler les universités mentionnées. En fait, l'École supérieure des médias, de la communication et de l'économie m'a contacté immédiatement. Nous sommes à la limite de la zone grise et nous venons d'échapper au tir. La ligne est pleine d'interférences. Tout ce que j'entends, c'est « nous avons reçu une demande de la presse, nous allons prendre clairement nos distances avec vous. Ce que vous voyez sur place, c'est une fausse objectivité. » Là, je dois dire que ça m'a surpris. Quelqu'un qui, au mieux, n'a qu'une connaissance de journal, prétend savoir, à 2100 km de distance, ce qui est vrai dans une zone de guerre. Ce serait un défi, même pour des spécialistes de l'Europe de l'Est. Mais le chancelier de l'Université des médias, de la communication et de l'économie, Roland Freitag, n'est pas un expert de cette région. Son domaine, c'est la psychologie. Et dans ce domaine, on appelle ça une projection.
Cela montre bien qu'il ne s'agissait pas de recherche, mais d'un engagement. Un engagement en faveur d'un camp dans la guerre, celui de l'Ukraine et de l'OTAN. Cela n'a rien à voir avec la science. Les médias, les universités, les services de presse de l'État ont un point commun. Ce sont des appareils idéologiques. Ce sont tous des dispositifs qui organisent la reproduction intellectuelle de la société. Et ces appareils idéologiques développent aujourd'hui une coopération subtile avec les appareils répressifs de l'État. Ce qui suit, c'est souvent un jeu de ping-pong entre les appareils idéologiques du pouvoir bourgeois et leur enchevêtrement avec les mesures des appareils d'État répressifs, la justice, la police, les autorités fiscales. Le but, c'est d'imposer une censure cachée en contournant les procédures de l'État de droit, de provoquer chez les tiers une peur telle qu'ils finissent par obéir par anticipation et de détruire l'existence économique des personnes visées. Ces exécutions publiques visent à intimider l'ensemble de la population et à l'inscrire dans une nouvelle structure de pouvoir antidémocratique. Ce n'est pas un hasard si, dans au moins une université, ceux qui ont activement cherché à me faire exclure sont précisément ceux qui se réclament de réseaux transatlantiques comme le German Marshall Fund. Cela montre bien où se trouvent les véritables instigateurs de cette culture de la censure et de la dénonciation. Cela ne veut absolument pas dire que ces acteurs reçoivent des instructions de l'anglais. Mais la rapidité avec laquelle ils agissent montre bien qu'ils se sentent eux-mêmes redevables, comme s'ils avaient une dette à régler. Après tout, il est question d'invitation à des conférences, de bourses, de voyages de recherche ou de l'approbation de projets scientifiques. Beaucoup pensent qu'il vaut mieux, pour leur carrière, se présenter comme un relais de légitimation des intérêts transatlantiques. Puis j'ai découvert que la section de protection de l'État au ministère fédéral de l'Intérieur tenait aussi un dossier sur moi, en me qualifiant soi-disant d'observateur électoral. Il faut se demander ici si certains journalistes ne collaborent pas aussi avec les services de renseignement et s'ils ne font pas, par exemple pour le BND, le sale boulot, comme le gouvernement fédéral l'a lui-même reconnu dans sa réponse à une question parlementaire au Bundestag. La même chose vaut pour les membres des universités. Les appareils idéologiques fonctionnent ensemble comme un système de vases communicants. C'est ainsi qu'émerge, presque naturellement, un cartel de censure et de dénonciation, soutenu par des fondations américaines et des organisations proches de l'OTAN. Rien que pour le Pentagone, 27 000 spécialistes en relations publiques travaillent avec un budget annuel de 5 milliards de dollars. Leur objectif, c'est d'influencer les médias à travers des messages ciblés, des experts pour les interviews ou des images destinées à la télévision. Des vagues de dénonciation, déclenchées par des réseaux académiques et médiatiques, alliés à des influenceurs sur Twitter, Facebook, Instagram et d'autres plateformes, poursuivent en fin de compte un seul but, détruire l'existence économique de la personne visée. Il ne s'agit donc pas d'un débat démocratique, mais bien du contraire, empêcher tout discours démocratique sur la violence structurelle. Les critiques de la propagande de l'OTAN doivent être privés de leurs moyens de subsistance. Et ce ne sont pas des cas isolés. On veut au contraire faire un exemple. L'objectif, c'est d'imposer l'obéissance anticipée en instaurant la peur. Ce noyau d'États et d'organisations supranationales comme l'Union européenne et l'OTAN s'appuie sur des agences de communication, des think tanks, des organisations dites non gouvernementales financées par l'État, mais aussi sur des institutions soutenues par des fonds publics, comme le Centre pour la modernité libérale ou certaines fondations américaines. C'est ainsi qu'émerge une véritable industrie de la conscience, animée par des milieux académiques écolibertaires et militaro-conservateurs. L'exclusion de toute dissidence s'accompagne toujours d'une propagande massive et d'une forte dose d'endoctrinement.
Le récit propagandiste consiste notamment à passer sous silence des faits historiques essentiels, par exemple en lien avec la guerre en Ukraine. Voici, sans prétendre être exhaustif, les plus importants. Premièrement, l'élargissement de l'OTAN jusqu'aux frontières russes, malgré des promesses contraires. Deuxièmement, le coup d'État sur le Maïdan et les instigateurs responsables autour de Victoria Nuland. Troisièmement, la fanfaronnade du vice-président de l'époque, Joe Biden, qui se vantait d'avoir, par un chantage financier, forcé le gouvernement ukrainien à limoger un procureur enquêtant sur une affaire de corruption impliquant une entreprise énergétique dont Hunter Biden, le fils du président, siégeait au conseil d'administration. Quatrièmement, les sites de production d'armes biologiques en Ukraine. Cinquièmement, le bataillon néo-nazi, Azov et d'autres organisations similaires. Sixièmement, l'enrichissement personnel et les avoirs secrets à l'étranger du président Zelensky. Septièmement, les violations des droits humains en Ukraine. Huitièmement, les lois de Zelensky restreignant la liberté d'expression et interdisant certains partis politiques. Neuvièmement, les représailles contre l'Église orthodoxe ukrainienne. Dix. La corruption endémique en Ukraine. 11. Le blocage d'un accord de paix déjà prêt à être signé, négocié entre les parties en guerre en mars 2022 à Istanbul, ce que des représentants de toutes les parties impliquées dans le processus de négociation ont confirmé. La suppression par la propagande des enquêtes menées sur le terrain provoque dans l'espace public une perte durable du sens de la réalité. Et cette perte devient la base de mauvaises décisions politiques qui favorisent l'escalade des conflits et mènent aux catastrophes. Tout cela ne se fait pas par la contrainte. Ça ne fonctionne qu'avec le consentement des élites universitaires. Leur participation active montre à quel point ces élites sont vulnérables à une pensée antidémocratique. Beaucoup d'universitaires et de membres des élites considèrent que leur carrière et leur sécurité matérielle dépendent des États-Unis et de leurs organisations satellites. Il se forme ainsi un conglomérat de mercenaires intellectuels, liés soit à des structures transatlantiques, soit à des fondations américaines, ou bien qui diffusent leurs récits par pur réflexe d'obéissance anticipée. Les acteurs eux-mêmes, comme le disait Upton Sinclair, ne s'en rendent pas compte. Il est difficile de convaincre quelqu'un de quelque chose quand son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. Et quand les organes de presse présentent des campagnes de propagande au lieu de faits. Quand des responsables universitaires lancent une attaque contre la presse et donc contre la liberté d'opinion et d'information. Quand des professeurs détruisent sans raison la liberté de la recherche et de l'enseignement, quand des organisations non gouvernementales financées par l'État agissent comme des organes de dénonciation, de censure et de propagande, on peut clairement parler d'une pensée antidémocratique. Elle ne se répand pas dans des cercles d'esprit limités. Ce sont plutôt des intellectuels qui deviennent les moteurs de cette pensée antidémocratique. Ils se transforment en acteurs politico-idéologiques dans le processus de contrôle de l'opinion et de la pensée, devenant ainsi des censeurs autoproclamés, avec pour objectif de restreindre l'espace du débat public à ce que l'État souhaite. Oui, jusqu'à l'horizon étroit de leur propre petite âme de boutiquier. Face à cela, Noam Chomsky déplore l'effondrement de l'espace de débat démocratique. Peut-être qu'une partie de la classe intellectuelle est aujourd'hui tellement immergée dans le système de propagande qu'elle ne perçoit même plus l'absurdité de ce qu'elle dit. Quoi qu'il en soit, c'est un rappel brutal. L'arène du discours rationnel s'effondre précisément là où l'on devrait espérer qu'elle soit défendue, c'est-à-dire dans les milieux universitaires. Les appareils idéologiques, eux, sont orientés vers le soutien d'un pouvoir post-démocratique à l'intérieur,
la transformation de l'État social en État militarisé et une politique étrangère marquée par le militarisme et le néo-impérialisme. Le complexe de propagande et de censure fait partie d'une sorte de refeudalisation numérique de l'espace public bourgeois et d'une involution, c'est-à-dire d'un retour en arrière de la démocratie vers un État autoritaire, post-démocratique. Cette fois, ça passe par des marchés propriétaires et par le capitalisme de surveillance. Cette dédémocratisation, qui se présente sous les habits de la démocratie, vise à prolonger la domination des élites et à stabiliser le taux de profit par la guerre. Les campagnes de propagande ne concernent pas des cas isolés, mais des milieux sociaux entiers fondés sur la dénonciation et l'exclusion. On voit ici comment, de façon infâme, les attaques menées par des appareils idéologiques, comme les médias, les universités, les think tanks, ou encore certaines organisations dites non gouvernementales, mais en réalité contrôlées par l'État, s'articulent avec la répression exercée par les organes d'État, tels que la justice, la police ou les services de renseignement. Les banques, elles, servent de relais, par exemple à travers le debanking. Ainsi se met en place tout un dispositif de persécution politique, de censure, de contrôle de l'opinion et de préparation à la guerre. La poursuite pénale des opposants politiques, en particulier, est un signe classique de dictature. Le nouveau régime de production du capitalisme numérique crée les conditions pour amplifier et accélérer les campagnes de propagande. Parce qu'il ne s'agit plus d'information, mais d'une économie de l'émotion. Nous sommes donc bel et bien entrés dans l'ère post-factuelle. Dans cette économie de l'affect, l'offre et la demande se conditionnent mutuellement. Dans toutes les sociétés profondément marquées par le néolibéralisme, une colère immense règne. Cette colère des utilisateurs peut être activée par les médias, détournée des véritables causes des problèmes et concentrée sur des objets de substitution. Mais il ne faut pas s'attendre à un mouvement de protestation. Les salariés dépendants sont appâtés comme consommateurs, avec des offres gratuites. Nous sommes donc dans un conflit bloqué. Et la gestion des ressentiments, c'est le travail des appareils idéologiques. Dans une interaction dialectique, les appareils idéologiques que sont l'école, l'Église, les médias, les think tanks, les fondations, les universités, et surtout les soi-disant organisations non gouvernementales financées par les États ou par des instances supranationales, orchestrent le contrôle des affects. Ces appareils organisent l'hégémonie des élites au pouvoir, contribuent à éviter les crises de légitimité et garantissent les conditions de reproduction de la démocratie d'élite. Les milieux académiques et journalistiques sont les moteurs idéologiques d'une pensée et d'une action antidémocratique. Ils orchestrent en tant qu'exécutants la manipulation de la population, la destruction de la raison et les attaques contre les Lumières. Ces campagnes, auxquelles ils participent comme exécutants dociles, c'est enfin une d'utilisation transatlantique pour l'OTAN, pour les États-Unis. Cela a une forte stigmatisation de la dissidence. La manière inquisitoriale dont on s'en prend aux dissidents, à travers des campagnes médiatiques, détruit l'espace du débat démocratique. Elle conduit à la désintégration de la démocratie, débouche sur une forme de pouvoir post-démocratique et sur de nouvelles guerres. L'incitation à la guerre, la haine fanatique, la perte de repères journalistiques et la folie avancent main dans la main. Il n'y a aucun espoir d'inverser ces tendances dans les conditions actuelles. La désolidarisation massive de la société empêche toute résistance, tout comme le blocage du conflit par les séductions de la sphère de consommation. La majorité de la population somnole vers sa propre chute. Abandonner tout espoir. Ce 28 septembre 2022, alors que le parc de notre hôtel à Donetsk est sous le feu et que nous échappons de justesse à la mort, notre chauffeur local saisit son téléphone.
Er kennt seine Leute. Er redet mit Artilleriebeobachtern. Il connaît ses hommes. Il parle avec les observateurs d'artillerie. L'obus venait de Marinka, à une trentaine de kilomètres. Là-bas, les Ukrainiens ont déployé des canons français. Vous avez trop échangé de mails et passé trop d'appels avec vos avocats. Les tireurs de précision repèrent ça. Les obus sont guidés par GPS et corrigés en phase finale. Apparemment, seule une rafale de vent a empêché un tir direct. Il faut sortir du réseau et rester en mouvement. C'est la règle numéro 1 dans les guerres du capitalisme numérique. La mort du reporter sur le terrain, c'est la victoire totale de la propagande et du régime post-factuel de censure et de répression. Pendant ce temps, les rédacteurs de salons de la bourgeoisie écolo-libertaire tournent leur cuillère dans la tasse de café. Des ökolibertären Bürgertums rühren in der Kaffeetasse.